En très peu de temps, notre société s'est transformée sous nos yeux. Entre confinement, inégalité et catastrophes climatiques, nous les jeunes, nous nous cherchons sans cesse. Cherchons notre chemin, notre voie et notre place dans ce monde qui vit à 1000 à l'heure. Nos vies sont constamment remises en question et tiennent au bout d'un petit fil. Parmi nous, certains jeunes ont véritablement trouvé leur voie, celle de l'engagement, pour répondre aux crises qui se succèdent. Les inégalités, le féminisme, la cause animale, le changement climatique et la lutte contre le racisme. Évidemment, nous savons que notre vie sera compliquée. Depuis presque 2 ans, on nous interdit de nous rassembler, de nous toucher ou même de faire la fête. Nous sommes la génération du futur qui devra dès à présent construire le monde de demain dont on parle tant. Comment les jeunes ont-ils déjà pris en main les clés de leur rôle à jouer? Parce que ces jeunes inspirants doivent être écoutés, on a conçu Les Jeunes s'engagent. Notre idée, réunir des jeunes au parcours inspirant pour donner l'envie à d'autres, eux aussi, de s'engager. Très ambitieux pour nous médiatiser, rencontrer et imaginer nos prochaines années. Pleines de rêves. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Jeunes s'engagent, la web-série à impact positif. Aujourd'hui, on accueille Gwen Olé. Il a 19 ans. Il est étudiant en 2e année à Sciences Po Paris. Il est très engagé chez Greenpeace, chez la Primaire Populaire. Il a lancé une pétition de la jeunesse pour la présidentielle. J'étais à Paris pour la marche climat Look Up, engagé à Sciences Po Environnement. Je suis aussi animateur de la fresque du climat. Je pense que ma plus grande motivation, c'est de voir tout l'engouement des jeunes autour de cette question du climat. Le 12 mars, j'étais à Paris pour la marche climat. On était plus de 30 000 dans la rue à Paris. C'est juste incroyable. On est vraiment une force incroyable. Et ça me donne énormément de motivation. Je me dis, mais ouais, on a envie de changement et si on continue de se mobiliser, le changement va arriver, c'est sûr, c'est certain. Donc ça, c'est vraiment ce qui me donne le smile. Et puis d'être entouré aussi par des amis qui ont aussi ce même esprit militant. On fait plein de choses ensemble. On se retrouve le soir, on discute de ça. On planifie des actions. On se retrouve avec d'autres étudiants à Sciences Po de l'association Sciences Po Environnement et de construire des projets ensemble. Ça, c'est super stimulant. Si on n'est pas entouré, on peut vite être déprimé par l'actualité parce que le réchauffement climatique, guerre en Ukraine, c'est pas du tout joyeux. Donc c'est pour ça que c'est super important de faire des choses ensemble et se transformer un petit peu cette angoisse qu'on peut avoir très facilement en espoir en se mobilisant ensemble, en mettant des choses en place. Et donc voilà, c'est super important d'être entouré. D'accord. Et est-ce que tu aurais, entre guillemets, vu que tu nous as parlé de petits gestes du quotidien, qu'est-ce que tu fais toi dans ta semaine, dans ta journée pour faire comme geste du quotidien que tu as changé par rapport à avant? Ouais, là aussi, les petits gestes du quotidien, c'est venu assez progressivement. Donc, c'est vraiment en s'informant qu'on se dit waouh, en fait, cette habitude-là, elle a une empreinte assez élevée, elle a une empreinte carbone élevée. Donc, j'essaye de la modifier, de trouver une alternative. Donc, c'est vraiment dans tous les domaines, quoi. Dans l'alimentation, là, j'étais devenu quasiment du jour au lendemain végétarien, justement aussi avec ce reportage d'Hugo Clément sur Le Front qui parlait des élevages industriels, etc. Ça m'avait vraiment horrifié, ces images d'animaux entassés dans des enclos. On se dit, mais quel moment ça existe? Ça ne va pas exister, quoi. Donc voilà, devenir végétarien, ça permet de réduire drastiquement son empreinte carbone liée à l'alimentation. Bien sûr, je dis pas devenir du jour au lendemain végétarien parce que c'est pas simple, évidemment. Et quand on est au lycée, c'est compliqué, je m'en souviens. Maintenant, je suis étudiant, donc je mange plus comme avant au sel de midi à la cantine du lycée. Mais quand on est au lycée, c'est vraiment pas facile parce que je m'en souviens en première terminale, j'étais végétarien, j'allais au sel et j'avais pas d'alternative, quoi. Je mangeais que des haricots, que des pâtes, donc j'avais pas du tout un repas complet, ce qui est un petit peu discriminant pour celles et ceux qui mangent pas de viande, pas de poisson. Donc là aussi, c'est pour ça qu'il faut une action de là-haut et qu'il y ait une décision politique qui dise ok, on instaure des options végétariennes dans les lycées simplement parce que y a de plus en plus de végétariennes, donc il faut leur donner la possibilité d'avoir une alimentation complète dans le lycée. Donc voilà, devenir végétarien, voire progressivement vegan, c'est une première chose à faire pour réduire son empreinte carbone. Ensuite,
Il y a vraiment plein de choses à faire. Si on a l'habitude d'acheter beaucoup de vêtements, simplement réduire parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 15 pantalons, 15 sweats et 20 t-shirts. On peut vivre d'une manière plus simple, plus raisonnée. Ou alors trouver d'autres moyens d'acheter des vêtements en friperie. Il y a pas mal d'alternatives aussi Vinted sur Internet. Par rapport au déplacement, c'est aussi une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, bien sûr, ça dépend beaucoup de l'endroit où on habite. Donc si on habite en zone rurale, à la campagne, c'est compliqué d'aller au lycée à vélo, quoi. Sauf si on accepte de faire 1 heure de vélo tous les matins et tous les soirs, mais je suis pas sûr que tout le monde soit prêt à faire cet effort et c'est pas faisable pour tout le monde, quoi. Donc bien sûr, il faut essayer de faire le maximum, mais il y a toujours des limites qui s'imposent. Et si on habite en ville, là, prendre son vélo ou les transports en commun pour la grande majorité de notre trajet, c'est quelque chose qu'on peut faire. Aussi, moi, pour les vacances, je refuse de prendre l'avion. Par exemple, l'année prochaine, à Sciences Po, je vais aller 1 année à l'étranger pour étudier dans une université partenaire. Et donc, j'ai fait en sorte de pas aller à l'autre bout du monde pour pouvoir me rendre dans mon université partenaire en train ou en bus plutôt qu'en avion parce que, mine de rien, quand on fait un aller-retour aux États-Unis en avion, on a déjà émis plus de 2 tonnes de carbone et c'est ce qu'il faudrait émettre au maximum par personne pour rester en dessous des 1,5 degrés de réchauffement. Donc c'est assez contraignant, mais je dis pas qu'il faut refuser et que tout le monde refuse de prendre l'avion, mais je dis c'est bien d'essayer de se dire ok, quand même je me limite et parce que si tout le monde a un mode de vie à 10 ou 15 tonnes de carbone par an, ça va être compliqué de faire cette transition. Donc voilà, pour les transports et quoi d'autre. Quoi est-ce qu'on pourrait penser d'autre comme habitude? Aussi, peut-être dans ma consommation quotidienne de nourriture, en tout cas quand je fais mes courses, je fais le maximum en vrac. Donc bon, ça c'est aussi une habitude qui est pas donnée à tout le monde. Il faut avoir un magasin en vrac à proximité de chez soi et ça coûte un petit peu plus cher qu'ailleurs. Il faut accepter de consacrer un petit peu plus d'argent pour son alimentation. Mais ça c'est pas donné à tout le monde. Mais j'essaie de faire le maximum pour réduire les emballages plastiques parce qu'on sait que le plastique, même quand on le jette dans le bon sac de recyclage, soit c'est pour une grande partie brûlé, soit c'est recyclé pour une toute petite partie, où on nous fait croire que tout est recyclé, mais en fait pas du tout. Et une autre partie est envoyée dans des pays en Afrique ou en Asie avant. Maintenant, les pays asiatiques disent on n'en veut plus et ils ont raison. Mais il y a encore maintenant une grande partie qui est envoyée en Afrique, ça termine dans des décharges à ciel ouvert, un désastre de plastique, et au final ça termine dans l'océan, ça se disloque en toute petite partie et là c'est irrécupérable et ça impacte toute la biodiversité. Donc limiter le plastique c'est aussi super important. Quand c'est possible de le faire, il faut le faire au maximum. Donc voilà un petit peu pour les petits gestes que j'essaye de faire au quotidien et sans oublier évidemment qu'il faut aussi interpeller les décideurs et les décideuses politiques pour qu'il y ait du changement qui vienne de là-haut. Ça c'est le plus important évidemment. Oui, bien sûr. Et après, est-ce que tu as un emploi du temps, une routine où toutes tes journées sont différentes et chaque jour tu apprends toujours de nouvelles choses Ça c'est une bonne question. J'ai pas vraiment de routine parce que je suis en études supérieures, donc c'est pas le même emploi du temps qu'au lycée où j'y vais de 8h à 18h, ensuite je rentre chez moi, je fais mes devoirs, etc. C'est assez différent. J'ai un peu moins de cours qu'au lycée, même si c'est assez soutenu. J'ai pas mal de travail à côté, mais ça me laisse du temps pour m'engager à côté. On en a parlé tout à l'heure de ces engagements-là et pour mener un petit peu les activités que je veux. Et ça varie tous les jours. Une journée, je peux aller tracter pour la prochaine manifestation climat. L'autre journée, je peux aller animer une fresque du climat au jardin citoyen, par exemple, avec les adhérents et les adhérentes. L'autre journée, je peux avoir une conférence le soir avec Sciences Po Environnement. Ça dépend vraiment chaque jour. Il y a toujours des choses différentes, des opportunités différentes et c'est super. Je préfère ce rythme-là plutôt que d'avoir une routine fixe et au moins là, je suis libre un petit peu de mener mes projets comme je le souhaite. D'accord. Et tu penses faire quoi du coup après tes études? Ça aussi, c'est une bonne question. J'ai pas forcément la réponse. C'est toujours délicat. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que je veux
consacrer mon temps à la cause environnementale, ça c'est sûr. Après, quel métier, dans quelle culture, dans quelle ville, dans quel pays, ça j'en sais rien. Ça peut être dans la sphère politique parce que c'est là où les décisions se prennent. Donc ça peut être là-dedans. Et après, je sais que rentrer dans ce monde-là, ça peut être compliqué. On en rencontre à Sciences Po et ils témoignent, ils le disent, c'est un monde un peu sombre où il y a pas mal de conflits entre les personnes, etc. Donc c'est pas du tout ce que je cherche. Si je m'engage dans cette direction-là, c'est toujours avec en vue cet objectif de vivre dans un monde plus soutenable. Donc c'est là en tout cas où je pourrais me sentir utile. Donc voilà, mis à part ça, j'ai pas vraiment d'idée précise d'orientation professionnelle. Ou alors à plus court terme, je sais à peu près les études que je veux poursuivre. Donc l'année prochaine, je vais en Norvège en 3e année. J'ai choisi cette destination. Donc parmi une offre assez énorme d'universités partenaires à Sciences Po, j'ai choisi la Norvège, à Bergen plus précisément. C'est à l'ouest de la Norvège, vraiment sur la côte, parce que c'est une université où je peux suivre vraiment beaucoup de cours sur les enjeux climatiques, aussi de biodiversité. Les universités en Scandinavie, en Europe du Nord, sont vraiment en avance par rapport aux universités en France. À Sciences Po, on n'a aucun cours obligatoire sur ces enjeux-là. On en a optionnels, moi que j'ai choisi, qui sont super passionnants, mais sinon, si on choisit pas ces cours-là, on a vraiment pas d'enseignement sur les problèmes écologiques en général, donc, qui est super décevant, mais c'est ce que je cherche en 3e année. Et puis ensuite, mon master, les 4e et 5e années d'études, je vais les faire à Sciences Po aussi. Normalement, il y a plusieurs masters qui m'intéressent. Un plutôt tourné vers les enjeux énergétiques, vraiment au centre de la question écologique, et d'autres plus sur un qui s'appelle Environmental Policy, donc des politiques environnementales, et un dernier, un master d'urbanisme sur comment est-ce qu'on rend les villes plus soutenables. Donc il y a un petit peu ces 3 directions de master qui m'intéressent, et il faut encore que je fasse mon choix. Et voilà globalement pour vers où je me projette. D'accord. Ok. On est presque à 45 minutes de web série, c'est plutôt incroyable. Il y a plein de trucs à nous raconter. Ok, on va passer dans une partie un peu plus courte. En gros, je te demande chaque fois 2 ou 5 trucs. Est-ce que tu pourrais nous donner 2 films qu'il faut absolument voir pour prendre conscience de la situation? Ok, 2 films. Là, il y en a un qui me vient directement à l'esprit, c'est Animal de Cyril Dion. Celui-là, il m'a vraiment marqué. Enfin, on allait le voir avec des amis. Et c'est justement le film, en fait, présente 2 jeunes engagés, Vipoulan et Bella, qui sont jeunes et activistes et qui vont un petit peu dans différents endroits de la planète voir ce qui existe. Ils vont en Inde voir des plages qui sont complètement polluées par la pollution. Ils vont au Costa Rica voir comment le gouvernement met en place des politiques de protection de la biodiversité. Et ils sont super en avance là-dessus. En France, dans une ferme de permaculture. Enfin voilà, plein de différents projets. Ils vont aussi rencontrer des éleveurs qui se sentent un peu démunis face à la situation. Et eux, ils sont obligés de continuer leur activité tout en sachant que c'est pas soutenable. Donc c'est vraiment un film qui ouvre les yeux et qui permet de vraiment comprendre l'urgence à la fois sur le plan climatique mais aussi sur le vivant, parce que souvent j'ai l'impression que le côté biodiversité dans l'écologie est un peu mis de côté. On parle beaucoup du changement climatique, ce qui est très bien, il faut en parler évidemment, mais il faut pas oublier tous les autres aspects, les autres limites planétaires, la pollution des sols, la pollution des eaux, la biodiversité, le vivant, les forêts, les sols, enfin voilà, tous ces sujets-là. Et un autre film, il y en a plusieurs, je pourrais dire Legacy de Yann Arthus Bertrand, tous les reportages d'Hugo Clément qui sont vachement bien, mais je pourrais plutôt prendre le film que j'ai pas vu mais que je conseille quand même. Je compte aller le voir très prochainement. C'est le dernier film avec Pierre Ninet, le nom m'échappe, Goliath, voilà, Goliath, qui traite des pesticides en général. Et puis j'ai vu la bande-annonce et j'ai regardé un petit peu les différentes critiques et je vais aller le voir très bientôt, mais voilà, qui montre comment est-ce que l'industrie chimique,
pesticides, continuent de vendre ces pesticides et de cacher leur dangerosité surtout dans le débat public. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup, l'agriculture en général et comment est-ce qu'on pourrait repenser un modèle agricole en s'émancipant, en sortant des engrais chimiques, des pesticides. Et j'ai aussi suivi des cours à Sciences Po qui parlaient de ces thématiques-là. Et donc voilà, je trouve que ce film est vraiment super sur ce plan-là. Et c'est bien qu'il y ait des gros producteurs comme ça qui commencent à en parler. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux nous donner, allez, en 30 secondes, 2 livres à absolument lire au sujet de l'engagement de la biodiversité? Ok, là je pense au livre d'Aurélien Barraud qui s'appelle Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. C'est un livre qui est super parce que c'est le point de vue d'un scientifique et il fait un bon constat de l'état du monde actuel, à la fois au niveau climatique et de la biodiversité. Et c'est toujours bien d'avoir des chiffres de scientifiques pour prendre conscience. Et un autre livre, il y en a plein d'autres. Peut-être un livre que j'ai là d'ailleurs, qui est dans mon sac, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Et justement, on va faire une conférence avec cette personne-là, donc je profite d'en parler. C'est Pourquoi pas le vélo. Donc c'est un livre super concret qui permet de repenser l'organisation des villes pour les rendre beaucoup plus cyclables. Et donc voilà, j'ai adoré ce livre et si vous pouvez vous procurer, c'est super intéressant de dire à quel point les villes ont été construites pour la voiture et aujourd'hui il faut en sortir. D'accord. Et si tu pouvais nous donner 5 comptes Instagram ou Facebook à suivre sur l'engagement ou l'écologie. Ok. Vous pouvez déjà suivre le compte Instagram de l'Appel de la Jeunesse, le compte de la pétition. On est super actifs et je pense que c'est intéressant de le suivre, surtout en ce moment, parce qu'on fait un résumé des programmes de tous les candidats et toutes les candidates à la présidentielle, avec le prisme de l'écologie. Donc, on fait ce travail-là. On poste aussi pas mal d'infos. On communique sur notre pétition. Un premier compte. Un deuxième compte, ça pourrait être le compte de Stop ICOP. Donc c'est une asso, en tout cas un groupe de militants. Donc c'est Stop et EACOP. C'est le nom de ICOP, c'est le nom du projet de Total en Afrique. Ce projet d'oléoduc, donc un grand tuyau qui transporte du pétrole sur 1445 km entre l'Ouganda et la Tanzanie. Et donc ce compte Instagram, là, il vise à communiquer sur les actions militantes qui sont faites contre ce projet. Et il y a pas mal d'actions qui sont mises en place en France en ce moment. Donc voilà, je vais pas expliquer pourquoi ce projet est un désastre écologique, enfin, c'est assez clair, quoi. Ensuite, vous pouvez suivre le compte Bon Pote. Bon Pote, c'est un vulgarisateur scientifique. En gros, il résume un tas de travaux scientifiques. Il a résumé le dernier rapport du GIEC, par exemple. Donc ça nous évite de lire les 1200 pages qui peuvent être un petit peu imbuvables et qui traite un petit peu de tous les sujets, qui rédige des articles sur son site internet aussi qui sont super intéressants. Ça permet de se faire une opinion sur pas mal de sujets de société, toujours liés à l'écologie. Ça fait 3. Non, il y en a tellement. Je pense à Camille Etienne, c'est une activiste du mouvement climat en France qui est super, qui fait plein d'actions, ce que j'aime bien, c'est son côté artistique où elle produit des vidéos qui vraiment, je pense, peuvent toucher un public super large parce que c'est pas seulement des explications scientifiques, c'est pas seulement des dialogues, des conférences. Je pense que l'art a vraiment une place dans cette sensibilisation. Donc voilà, Camille Etienne. D'accord. C'est des très bons comptes. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Une anecdote à raconter. Alors là, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Une anecdote peut-être super générale, mais la dernière marche climat, le 12 mars, la marche Look Up, c'était la première que je faisais à Paris et j'ai été vraiment super impressionné par cette mobilisation. Enfin, il y avait toutes les grosses assos avaient leurs chars ou leurs grosses banderoles et tout ça, ça changeait vraiment des manifestations qu'on peut faire dans les villes, dans les autres villes où j'ai eu l'habitude d'en faire. Et on a rencontré aussi plein de monde. Enfin, quand on a vu passer devant
nous, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, des personnes il y avait avec nous dans le cortège Stop Hip-Hop 2 militants qui venaient d'Ouganda, donc qui eux-mêmes luttent contre ce projet en Ouganda et qui étaient présents là pendant la marche. Donc c'était juste incroyable d'être avec eux. Ils sont là pendant 15 jours en France pour un petit peu faire une campagne médiatique, parler de leur lutte parce que Total c'est une entreprise française, donc il faut que l'opinion publique en France se mobilise aussi contre ce projet. Et donc voilà, c'était juste incroyable cette expérience, même si c'est pas une anecdote super précise à un moment clé. Pas trop une anecdote croustillante, mais plutôt juste une bonne expérience et j'espère que ça va continuer cette mobilisation parce que c'est vraiment porteur d'espoir. Ok. Est-ce que, on va finir avec 2 choses. Est-ce que tu aurais une citation ou quelque chose à quoi tu fais référence souvent dans tous tes engagements? Une citation, ça c'est pas facile. Hein. Non, j'ai pas vraiment de citation, mais voilà, je vais plutôt dire un mot de fin ou un mot pour motiver les gens qui vont écouter cet échange ou voilà, dire on est jeunes, on a un avenir pour lequel il faut qu'on se batte. Si on se mobilise pas maintenant, il va être compliqué plus tard de rattraper le retard qu'on aura pris. Donc les cartes en main et faire le maximum pour pouvoir vivre librement, dignement et pas seulement nous, aussi les générations futures et toutes les personnes qui vivent dans les zones les plus vulnérables aujourd'hui sur Terre. Donc voilà, c'était pas une vraie citation, mais un appel à la mobilisation. Merci beaucoup pour ta présence lors de cette intervention. Elle est, comme d'habitude, retrouvée sur toutes les plateformes de podcast en version longue. On peut bien sûr, toi, te retrouver sur ton compte Instagram et sur le pelle de la jeunesse pour la présidentielle. Yes. Et on continue à tout donner pour que l'écologie soit au cœur des débats médiatiques côté politique ou côté loisirs et pour que de plus en plus de jeunes s'engagent dans le monde de demain qui sera le nôtre. Ouais, merci Jonas, merci Camille pour cette question. Ok, trop bien. C'est super.